La Russie pensait ne faire face à aucune menace en envahissant l'Ukraine en février 2022, ce qui était vrai à ce moment-là. L'Ukraine n'avait pas vraiment les armes nécessaires pour frapper la Russie, et lorsque des armes à longue portée sont arrivées de l'Occident, l'Ukraine a alors dû faire face à des restrictions sur leur utilisation. Beaucoup de choses ont changé depuis l'invasion russe. L'Ukraine est maintenant un monstre à longue portée, et les raffineries de pétrole russes subissent toute la puissance de ce monstre. Avec ses armes longue portée, l'Ukraine a paralysé les réserves de carburant d'un pays réputé pour son pétrole et son gaz. La Russie ne s'en remettra pas avant des années, alors qu'elle doit faire face aux conséquences de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine. Depuis 2024, l'Ukraine lance des frappes contre les raffineries de pétrole russes. Ces installations, qui sont chargées de transformer le pétrole brut en produits utilisables comme l'essence et le diesel, se trouvent en Russie et étaient autrefois considérées comme hors de portée pour l'Ukraine. Ce n'est plus le cas. Les frappes ukrainiennes sur les raffineries étaient moins efficaces, mais isolées. La Russie pourra réparer ces raffineries, donc aucun dommage durable n'a été causé. C'est un autre changement. Depuis août 2025, l'Ukraine a changé de stratégie. Elle vise toujours les raffineries, mais ne les frappe plus quand une raffinerie est touchée. Elle est restée frappée plusieurs fois, ce qui la maintient hors service bien plus longtemps. Ces frappes, échappées répétées sur plusieurs raffineries, ont fortement affecté la Russie au second semestre 2025. À présent, l'Ukraine a franchi un nouveau cap. 50% de la capacité de raffinage de la Russie a désormais été touchée par l'Ukraine. Selon Euromaidan Press, l'Ukraine a atteint ce chiffre symbolique, révèle un rapport du 21 octobre. Il précise que les drones et missiles ukrainiens ont directement touché près de la moitié des raffineries russes. Elles ferment tellement qu'elles ne peuvent plus expédier leurs produits en Russie. Dans un monde idéal, l'Ukraine pourrait toucher les 50% restants. Cependant, le média juge cela improbable. Parce que l'autre moitié des raffineries russes sont soit trop éloignées de l'Ukraine pour être touchées par des drones, soit elles fonctionnent déjà à capacité réduite, ce qui signifie qu'elles ne sont pas des cibles prioritaires. La Russie possède encore de nombreuses raffineries intactes, mais leur éloignement de l'Ukraine est problématique. Pour maintenir sa machine de guerre en marche, Poutine doit s'assurer que le carburant produit par son pays parvienne le plus rapidement possible aux soldats russes en Ukraine. L'Ukraine frappe toutes les raffineries accessibles, ne laissant que les plus éloignées pour assurer la relève. Le carburant doit maintenant parcourir une distance bien plus grande pour atteindre l'Ukraine. Sans parler de l'impact national, ou sur la capacité de la Russie à vendre l'un de ses produits les plus précieux. À cela s'ajoute la situation des réparations, qui aggrave les difficultés de la Russie. Les sanctions occidentales ont causé énormément de problèmes à la Russie. Lorsqu'il s'agit de réparer les raffineries, car cela signifie qu'il n'y a pas assez de pièces détachées disponibles. La presse Euromaidan indique que la Russie doit rediriger des composants vers les raffineries ciblées par l'Ukraine. Les raffineries hors de portée de l'Ukraine manquent d'entretien essentiel, entraînant une dégradation sans frappe directe. L'Ukraine profite des problèmes d'approvisionnement de la Russie pour s'assurer que le plus grand nombre possible de raffineries russes soient sous pression. Pas besoin de deviner 3 fois ce que l'Ukraine fera si la Russie relance une raffinerie avec des composants réacheminés. Davantage de frappes. La Russie revient à la situation d'avant les réparations. Ses raffineries brûlent et les ingénieurs s'efforcent de les relancer. La Russie commence à montrer des signes de pression intense. Les conséquences des frappes ukrainiennes sur les raffineries comptent plus que les frappes en elles-mêmes. La Russie fait face à 3 problèmes qui la menacent d'effondrement interne. Les livraisons de carburant tombent à de nouveaux plus bas. Premier problème. Euromaidan Press indique qu'en septembre, les exportations russes de pétrole brut et de produits raffinés ont atteint leur plus haut niveau depuis 2020 des temps. En 2020, le début de la pandémie de Covid-19 a gravement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant la capacité de la Russie à exporter du pétrole. À l'époque, la peur d'une maladie inconnue causait les problèmes en Russie. Aujourd'hui, l'Ukraine a mis fin aux expéditions russes, la Russie n'ayant plus de pétrole ni de carburant à vendre. Cela ne signifie pas que la Russie manque de pétrole. Selon Euromaidan, en septembre, la Russie a vendu environ 369 millions de barils de brut et produits pétroliers raffinés par jour. Cela semble être un chiffre énorme, et ça le serait sans doute pour un pays qui ne dépend pas de son secteur pétrolier pour soutenir son économie. Cela reflète une chute massive de plus de 26% par rapport à la moyenne russe de l'année dernière. Autrefois, de longues files de wagons-citernes restaient dans les terminaux, mais aujourd'hui, le rail transporte bien moins de produits, réduisant l'approvisionnement des navires d'exportation, selon Euromaidan Press. Naturellement, cela signifie que la Russie ne génère plus autant d'argent qu'auparavant grâce à ses exportations de pétrole et de carburant.
Le 14 octobre, Reuters a rapporté que les exportations combinées de pétrole et de carburant de la Russie étaient tombées à 1 335 milliards de dollars en septembre. Ce chiffre reste énorme, montrant qu'il reste beaucoup à faire pour l'Ukraine afin de paralyser l'industrie pétrolière russe. Cependant, 1 335 milliards de dollars, c'est plus de 200 millions de moins que les revenus pétroliers russes d'août. Et août a également été un autre mois de déclin, puisque les revenus russes ont fortement chuté entre juillet et août, selon Reuters. L'Agence internationale de l'énergie, attribue ces baisses à l'Ukraine et à ses attaques de drones longue portée. Des attaques continues sur les infrastructures énergétiques russes ont réduit le traitement du brut de 50 000 barils par jour, causant des pénuries de carburant et une baisse des exportations, selon Reuters. C'est ce qu'affirme l'Agence internationale de l'énergie. Le centre de recherche sur l'énergie et l'air pur ajoute de mauvaises nouvelles pour la Russie. En septembre, les revenus russes des combustibles fossiles ont baissé de 4% par rapport au mois précédent. Selon l'organisation, en septembre 2025, les revenus russes issus des combustibles fossiles ont chuté de 26% par rapport au même mois précédent. En 2024, la baisse des revenus inquiète, surtout quand ceux des combustibles atteignent un niveau historiquement bas. Depuis que Poutine a envahi l'Ukraine, il n'y a qu'une seule conclusion que l'on puisse tirer. Les frappes ukrainiennes sur les raffineries sont efficaces. La Russie doit donc s'attendre à d'autres attaques. Le premier de ces problèmes nuit sans doute le plus à la capacité de la Russie à faire la guerre à l'Ukraine. Une stratégie progressive de neutralisation des raffineries vise à limiter les ventes de pétrole et de carburant russe. Poutine a très peu d'argent à consacrer à la guerre en Ukraine. Moins d'argent, c'est moins de soldats et d'équipements sur le champ de bataille. Les raffineries peinent à produire comme la Russie, donc elle manquera de carburant pour lancer des assauts soutenus contre l'Ukraine. Mais il y a deux autres problèmes liés aux frappes ukrainiennes sur 50% des raffineries russes. Les exportations maritimes russes ont aussi été durement touchées, selon Euromaidan Press. Il indique que les exportations maritimes russes de produits pétroliers raffinés ont chuté de 17% en septembre, en raison de l'arrêt forcé du traitement dans de nombreuses raffineries russes. Ce n'est pas vraiment surprenant. Fin septembre, la Russie a prolongé l'interdiction d'exporter l'essence jusqu'à fin 2025 et instauré une interdiction partielle sur le diesel. La Russie, avec moins de capacité de raffinage, cherche à préserver le carburant pour son marché intérieur, ce qui a un effet domino massif sur le commerce maritime du pays. La baisse du transport maritime de carburant explique en grande partie les revenus actuels de la Russie dans le secteur pétrolier et énergétique. Cependant, un problème encore plus grave semble menacer la Russie. En plus de ses frappes contre les raffineries, l'Ukraine a également ciblé plusieurs ports et installations de chargement russes dans le cadre de sa campagne visant à détruire l'infrastructure énergétique de la Russie. Pour le transport maritime, ce type de frappe crée des risques. Avec un risque accru, la Russie doit payer plus pour assurer ports et navires. Lorsque les escales dans les ports et les navires deviennent peu fiables, les assureurs augmentent les primes pour limiter la couverture des voyages, en particulier pour les vieux pétroliers de la flotte fantôme qui naviguent avec des documents peu clairs. Les commerçants doivent alors trouver une assurance rare et chère, ou utiliser des navires moins qualitatifs, avec une couverture limitée ou étatique. En retardant les expéditions et en augmentant le coût du transport de chaque baril, rapporte Euromaidan Press, c'est cette hausse des frais qui inquiétera la Russie. En juillet, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont fixé un nouveau plafond de 4 760 $ sur le pétrole russe. La Russie ne peut gagner que 4 760 $ maximum par baril de brut vendu à un pays appliquant les sanctions. Bien sûr, tout l'intérêt de la flotte fantôme est là. Elle permet à la Russie de vendre son pétrole et ses carburants à des pays qui ne lui ont pas imposé de sanctions, comme la Chine et l'Inde. Mais ces deux pays se réjouiront du plafonnement des prix plus bas. Ils ont un levier sur la Russie, donc ils peuvent exiger des réductions aux vendeurs de pétrole russes sous peine de ne pas acheter. La Russie doit offrir ces réductions. Et lorsque le coût d'expédition d'un seul baril augmente à cause de ses problèmes d'assurance, ces réductions rendent beaucoup plus difficile pour la Russie de réaliser un bénéfice sur ses ventes de pétrole et de carburant. La Russie doit finalement vendre son pétrole presque à perte, ou bien renoncer complètement à la vente, ce qu'elle fait déjà avec son essence et son diesel. Euromaidan Press affirme que le déclin du commerce maritime a des effets clairs. Rien qu'en septembre, on a constaté une baisse totale de 153 millions de barils qui auraient été vendus par les routes maritimes. Le média indique une perte de 12 milliards de dollars en un mois, car la Russie ne peut ou ne veut plus expédier autant par mer qu'avant.
Nous avons mentionné l'interdiction par la Russie des ventes d'essence et de diesel, qui a une raison principale. Cela ramène aux frappes ukrainiennes sur les raffineries. La Russie subit une crise intérieure du carburant, illustrant la troisième grande conséquence des actions ukrainiennes. Les interdictions d'exportation réduisent clairement les revenus que la Russie tire de ses produits de pétroliers raffinés. La Russie doit aussi restreindre la vente de carburant à sa population. RBC Ukraine a signalé ces restrictions le 21 octobre, précisant que 3 autres régions russes ont limité la vente de carburant. Cela s'ajoute à d'autres ayant imposé des restrictions similaires en septembre et début octobre. Il est indiqué que les restrictions concernent toutes les stations-service appartenant à la Société régionale Baïkal, qui opère dans les régions d'Irkoutsk, de Baratchia et de Zabaïkalski Kraï en Russie. Désormais, ces conducteurs ne peuvent acheter que 20 litres d'essence ordinaire, 92 par personne, ce qui ne suffit même pas à remplir un quart du réservoir. Baïkal est alimenté par Rosneft et Gazprom, deux grandes compagnies énergétiques russes. Et elle affirme qu'elle a été contrainte d'imposer ses limites parce que les livraisons de carburant de ces compagnies ont été perturbées. Baïkal n'a pas précisé quand il lèvera ces restrictions, qui restent pour l'instant indéfinies. Baïkal n'est pas le seul réseau de stations-service russes à imposer ses limites. Le réseau Korz a fait de même dans les régions où il opère. Selon RBC Ukraine, des pénuries d'essence touchent un peu désormais 57 régions russes. Ce n'est pas un problème local mais national. Et cela se produit parce que l'Ukraine continue de détruire les raffineries qui fournissent le carburant dont les citoyens russes ont besoin pour leurs véhicules. Les files d'attente s'allongent, les stocks s'épuisent, et les clients doivent payer leur carburant plus cher que jamais. C'est un aspect totalement différent de la stratégie de l'Ukraine. Réduire les exportations de pétrole russe limite fortement les revenus que Poutine peut utiliser pour financer la guerre en Ukraine. Mais avec les citoyens russes touchés par les pénuries, dues à l'Ukraine, Poutine doit gérer un problème plus dangereux, les troubles internes. Ces troubles ne pousseront sans doute pas le Russe moyen à renverser Poutine, mais pourraient suffire à le pousser à mettre fin à l'invasion. L'Ukraine, bien sûr, ne va pas s'arrêter. Les raffineries qui sont à sa portée vont continuer d'être frappées aussi fort et aussi souvent que possible. Maintenant, ces raffineries sont déjà limitées telles qu'elles sont. L'Ukraine cible de plus en plus les dépôts de carburant russes, désormais stratégique depuis la mise hors service des raffineries. Le carburant y attend d'être transporté par navires ou trains. Des images satellites révèlent d'importants incendies dans des dépôts et sites ferroviaires endommagés, selon Euromaidan Press. C'est malin de l'Ukraine. Elle sait pouvoir frapper les raffineries russes, et, après de nombreux succès, que la Russie semble dépourvue de défense aérienne. La Russie doit cesser ses frappes. L'Ukraine peut désormais surveiller les réparations russes et lancer de nouvelles attaques pour désactiver toute raffinerie remise en service. Elle va se concentrer sur le carburant déjà possédé par la Russie. Détruire les dépôts élimine le carburant que la Russie a déjà réservé à un usage précis, que ce soit pour la vente à l'étranger, la vente sur le marché intérieur ou l'approvisionnement de ses troupes en Ukraine. Le carburant perdu ne peut être remplacé aisément à cause des frappes ukrainiennes sur les raffineries, ce qui place la Russie sous pression. Elle a éliminé les moyens de production. Maintenant, elle s'attaque au produit lui-même. Pour Volodymyr Zelensky, les frappes sur les raffineries et leurs effets sur la Russie visent à confronter Poutine à la réalité. Poutine avait trompé les Russes en prétendant que l'invasion de l'Ukraine n'aurait aucune conséquence négative chez eux. Maintenant, l'Ukraine prouve que c'était faux. Nos sanctions à longue portée contre la Russie sont devenues plus étendues et précises. Pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours, des raffineries de pétrole russes sont touchées, a rapporté Euromaidan Press. Zelensky a déclaré cela lors de son allocution quotidienne à l'Ukraine, le 19 octobre. Les frappes rappellent la réalité à la Russie, a ajouté le président ukrainien. L'Ukraine prévoit désormais de riposter à chaque frappe russe à longue portée par des actions militaires. Nos capacités seront élargies, a ajouté Zelensky. Et cela signifie que la Russie sera bientôt confrontée à des frappes plus intenses, nombreuses et puissantes contre ses raffineries et dépôts, à mesure que l'Ukraine développe et améliore ses arsenaux de drones et de missiles à longue portée. L'Ukraine vise à provoquer l'effondrement des industries pétrolières et énergétiques russes, qui pourrait être plus imminent que Poutine ne l'admet. Le 21 octobre, l'Atlantic Council a publié un article affirmant que la machine de guerre de Poutine pourrait enfin être à court de carburant. En plus de mettre en avant plusieurs des problèmes abordés dans cette vidéo, le Conseil déclare que, selon l'Agence internationale de l'énergie, les frappes ukrainiennes sur les raffineries devraient ralentir le raffinage russe jusqu'à mi-2026. Si les capacités de l'Ukraine progressent, comme le dit Zelensky, la mi-2026 reste une estimation optimiste.
La Russie va aussi accroître la souffrance de sa population, en relevant la taxe sur la valeur ajoutée de 20% à 22%, pour compenser les déficits du budget russe causés par les frappes ukrainiennes sur les raffineries. Cela confirme ce que nous disions sur le mécontentement du peuple russe. Ils ne voudront pas l'entendre. Le carburant qu'ils achètent, ainsi que tout le reste auquel la taxe sur la valeur ajoutée s'applique, va devenir plus cher. Quand ils font la queue dans le froid pour leur ration d'essence, la Russie est maintenant aussi obligée de prioriser la destination de son carburant restant, ce qui est un problème auquel elle n'a vraiment pas été confrontée à un autre moment pendant la guerre. L'insider de Kiev indique que cette priorité s'appliquerait si l'Ukraine détruisait 40 à 50% du raffinage russe. La Russie en était là aujourd'hui, l'armée étant déjà la priorité. Mais même si la Russie privilégie ses troupes avant sa population, le fait que tant de raffineries soient hors service finira par nuire à l'effort de guerre du pays. La pression sera forte opérationnellement. Selon Kiev Insider, des sorties aériennes moindres, moins d'offensives majeures et une logistique ralentie sont des conséquences prévisibles. Il précise que si l'Ukraine poursuit ses attaques contre les raffineries jusqu'en 2026, la Russie deviendra structurellement dépendante des exportations de pétrole brut pour ses revenus. Le pétrole brut se vend moins cher que les produits pétroliers raffinés. Les problèmes de plafonnement des prix deviendront vraiment problématiques lorsque la Russie atteindra ce stade. La Russie est au bord de l'effondrement, une crise dont elle pourrait mettre des années à se remettre. La réponse de la Russie à tout cela a été de tenter d'administrer à l'Ukraine une dose de sa propre médecine. Le 21 octobre, le Kiev indépendant a rapporté que la Russie a intensifié ses frappes contre le secteur énergétique de l'Ukraine et a été encouragée à le faire. L'espoir de l'Ukraine d'obtenir des missiles Tomahawk des États-Unis diminue, tandis que ces frappes visent à contraindre les civils ukrainiens à affronter l'hiver sans chauffage. Zelensky a vite souligné que des menaces et pressions sont nécessaires face à ces assauts renforcés. Il y a seulement quelques semaines, Poutine était réellement sous pression et faisait face à la menace des missiles de croisière Tomahawk, et il a immédiatement montré une volonté de revenir à la diplomatie. Dès que la pression a diminué, les Russes se sont éloignés de la diplomatie et ont cherché à retarder le dialogue, a déclaré Zelensky. Tout va se jouer sur le camp qui craquera en premier. Les frappes de la Russie contre les infrastructures énergétiques ont un impact plus direct sur les civils ukrainiens, même si, tragiquement, ils sont habitués aux tentatives de la Russie de leur nuire. Les frappes ukrainiennes sur les raffineries visent surtout à priver la machine de guerre de Poutine de ressources, même si elles affectent indirectement les civils russes. L'Ukraine espère que cette stratégie épuisera rapidement la Russie et mettra fin à la guerre. À la fin de 2025, la stratégie de l'Ukraine face à la Russie est désormais claire. Fini le temps où l'Ukraine se contentait d'absorber les attaques de la Russie en espérant tenir assez longtemps pour que l'armée russe manque de soldats ou d'argent. L'Ukraine accélère désormais le processus. Des frappes en profondeur sur le territoire russe causent des ravages dans la machine de guerre russe, et l'Ukraine vient tout juste d'en réussir une majeure. Elle l'a fait avec des missiles britanniques. Les défenses russes ont encore échoué, alors que l'Ukraine a lancé Storm Shadow, un atout militaire russe clé. L'arsenal de guerre de Poutine brûle, et Bryansk a été mis en alerte. Le 22 octobre, Newsweek a rapporté qu'une frappe de missiles et d'avions ukrainiens menée la veille avait dévasté l'usine chimique de Bryansk. Ce média affirme que cette usine est cruciale pour l'effort de guerre russe. Cette frappe survient quelques jours après l'échec de l'Ukraine à obtenir des missiles Tomahawk des États-Unis. Quelques heures après l'annulation du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Hongrie, l'Ukraine a lancé des missiles Storm Shadow pour mener la frappe, rapporte le média. Ces missiles ont réussi à percer les rares défenses aériennes que la Russie avait mises en place pour protéger son usine chimique, leur permettant d'atteindre directement leurs cibles. Lors de la réalisation de cette vidéo, l'Ukraine affirme encore évaluer l'impact et les dégâts de la frappe. Nous avons déjà des retours de personnalités clés en Ukraine, y compris de l'état-major général. L'état-major général de l'Ukraine a confirmé sur Telegram que la frappe était de sa responsabilité. Le 21 octobre 2025, l'armée de l'air ukrainienne, avec les forces terrestres, la marine et d'autres unités de défense, a frappé l'usine chimique de Bryansk. L'état-major général a rapporté preuve d'une frappe très coordonnée. L'Ukraine voulait frapper la Russie durement, et elle a impliqué de nombreuses branches de ses forces armées pour s'assurer que ces Storm Shadows atteignent leur cible. La déclaration de l'état-major général se poursuit avec la confirmation des armes utilisées. Une attaque massive combinée de missiles et de frappes aériennes a été menée, incluant l'utilisation de missiles Storm Shadow, lancés depuis les airs, qui ont réussi à percer le système de défense aérienne russe. L'état-major a déclaré vouloir affaiblir l'offensive russe en détruisant une nouvelle installation militaire critique.
Et l'usine chimique de Briansk est certainement une installation critique. Le 21 octobre, le Kiev Independent rapporte que l'usine chimique de Briansk produit des éléments essentiels à l'effort de guerre russe. Ces produits comprennent des éléments de base tels que poudre à canon et explosifs, utilisés par les soldats russes sur le terrain. L'usine produit aussi des composants pour le carburant de fusée, un atout majeur pour l'Ukraine. Ces carburants servent aux missiles lancés par la Russie contre l'Ukraine. Cela montre que l'Ukraine a sérieusement affaibli la capacité de la Russie à produire ces missiles, et le moment est idéal. La Russie a récemment accru ses frappes et sa production de missiles. Par exemple, la production des missiles hybrides Grom-1 augmente, selon le New Voice of Ukraine, qui indique qu'il combine des bombes aériennes russes et des missiles Kh-38, avec une portée de 10 à 200 km. Ces munitions pourraient causer de lourds dégâts à l'Ukraine si produites en masse. La Russie leur réserve cela. Plus l'Ukraine pourra priver la Russie de carburant pour fusées, moins ses futures attaques à base de roquettes et de missiles seront intenses. Ce fait a fait de l'usine chimique de Briansk une cible. Vous voulez une preuve supplémentaire de son importance ? Les alliés occidentaux de l'Ukraine prennent conscience de la nécessité de perturber le fonctionnement de cette installation. Le 12 septembre, le Kiev indépendant a indiqué que le Royaume-Uni avait imposé de nouvelles sanctions à la Russie, touchant notamment l'usine. L'installation est aussi sanctionnée par les États-Unis, et sa proximité avec l'Ukraine pose problème. La presse Euromaidan rapporte que l'usine chimique de Briansk se trouve à seulement 776 miles de la frontière nord de l'Ukraine. Une usine près de l'Ukraine peut ravitailler plus vite les soldats russes, sauf si elle est visée lors d'une mission. L'état-major général ukrainien n'est pas le seul à avoir souligné l'importance de cette usine et les raisons de l'attaque ukrainienne. Robert Brovdi, commandant des forces de système sans pilote ukrainiennes, a précisé sur Telegram que l'usine avait été détruite lors de la frappe. Cela ne semble pas être la déclaration officielle de l'Ukraine, a déclaré Brovdi. C'est un coup puissant porté à la capacité de combat du Ver sur le champ de bataille, ici et maintenant. C'est peut-être la plus grande base industrielle, de production et de remise à niveau d'armes lourdes de première ligne, que l'armée du Ver utilise aujourd'hui sur le champ de bataille. Brovdi souligne que l'usine est essentielle pour restaurer tous les systèmes de lance-roquettes multiples russes, dont le Tornado et le Grad, et qu'elle est nécessaire pour produire la Zemledalaya de la Russie, un système de pose de mines à distance à lancement multiple. Brovdi a conclu avec un avertissement. Nous nous battons pas à pas, jour après jour. Les oiseaux des forces des systèmes sans pilote augmentent leur vitesse. Ces commentaires laissent les penser que les drones ukrainiens auraient pu participer à l'attaque de l'usine chimique de Briansk, sans confirmation. L'Ukraine aurait utilisé ces drones comme leurre pour les défenses aériennes russes, ouvrant des couloirs sûrs à ces missiles Storm Shadow vers l'usine. C'est une spéculation, mais cela paraît aussi l'option la plus logique, puisque Brovdi suggère que l'Ukraine a utilisé ces systèmes sans pilote lors de l'attaque. Alternativement, Brovdi faisait peut-être subtilement référence à des frappes ukrainiennes ailleurs en Russie qui n'ont pas encore été confirmées. Selon Euromaidan Press, lors de l'attaque de l'usine chimique de Briansk, plusieurs régions russes ont aussi subi des coupures de courant ce jour-là. Krybchevski, ville au nord de Briansk, faisait partie de ces régions. Des photos et des vidéos de ce qui semble être un poste électrique en feu circulent actuellement. Cela suggère que l'Ukraine a touché plus qu'une usine chimique le 21 octobre au soir. Euromaidan Press précise qu'un incendie a aussi éclaté à Smolensk, à environ 270 km de la frontière ukrainienne. Cela la rendrait vulnérable aux Storm Shadow et drones ukrainiens. La ville a connu un incendie dans sa centrale thermique après une alerte aux drones. L'Ukraine a été très active le 21 octobre, la frappe sur l'usine chimique de Briansk étant peut-être le coup décisif de la nuit. Mais l'Ukraine a également endommagé l'infrastructure énergétique russe, du moins le supposons-nous. L'Ukraine n'a pas confirmé ces frappes, selon la presse Euromaidan, et la Russie non plus n'a réagi. Cela indique souvent que le pays cherche une histoire de couverture. Ou préfère-t-il faire l'autruche et espérer que peu remarquent les flammes ? Revenons à l'usine de Briansk, soulignant son rôle clé dans l'effort de guerre russe. Cela peut vous amener à vous demander pourquoi il a fallu près de 4 ans à l'Ukraine pour frapper cette installation ? Ce n'est pas le cas. Cette frappe la plus récente sur l'usine n'est que la dernière en date, car l'Ukraine l'a déjà frappée au moins une fois auparavant. Le 13 janvier, le Kiev indépendant a rapporté que des médias russes affirmaient qu'une attaque aérienne de l'Ukraine avait endommagé l'usine chimique de Briansk. La chaîne Telegram Astra a confirmé ces informations et supposé que l'Ukraine avait utilisé des missiles Army Tactical Missile System américains. Cela aurait été logique.
puisque l'Ukraine avait reçu l'autorisation d'utiliser ses missiles sur le territoire russe seulement quelques mois auparavant. La Russie, bien sûr, a tenté d'affirmer que ses unités de défense aérienne repoussaient une attaque contre l'usine. Ils ont peut-être essayé, mais ils n'y sont pas parvenus. Ils ont encore échoué le 21 octobre. Atacoms n'a peut-être pas été en mesure de détruire l'usine chimique de Bryansk au début de 2025. Alors que l'année s'achève, Storm Shadow a peut-être enfin détruit l'usine pour de bon. Donc, il est clair que l'Ukraine veut frapper l'usine chimique de Bryansk à cause de l'impact que la perte de cette usine aura sur la Russie dans cette guerre d'usure. D'autres facteurs interviennent, notamment la volonté de l'Ukraine d'envoyer plusieurs messages à la Russie. Le premier message concerne les Tomahawks, évoqués plus tôt dans la vidéo. Des rumeurs ont circulé pendant des semaines, avant la frappe de Bryansk, sur une possible livraison de missiles Tomahawk américains à l'Ukraine. Cela aurait été énorme. Pas plus tard que le 13 octobre, Trump suggérait que les États-Unis pourraient envoyer certains de ces missiles. Avec les Tomahawk, l'Ukraine aurait obtenu un missile d'une portée de 1500 miles, lui permettant de frapper au cœur même de la Russie. Moscou serait désormais une cible. Les raffineries de pétrole attaquées par les drones ukrainiens auraient pu être détruites plutôt qu'endommagées. Hélas pour l'Ukraine, les Tomahawks n'arriveront pas. Les États-Unis auraient brandi la menace de ces missiles pour pousser Poutine à négocier. Le 17 octobre, quelques jours seulement, après que Trump ait suggéré que des Tomahawks pourraient être envoyés en Ukraine, la British Broadcasting Corporation a rapporté que Trump avait abandonné cette idée, lors d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Le président ukrainien est reparti les mains vides, et a expliqué que Trump avait renoncé aux Tomahawks parce que les États-Unis ne veulent pas d'escalade. Les États-Unis voulaient simplement que Poutine parle à Trump, c'était le plan. À la suite de la rencontre de Trump avec Zelensky, le président américain prévoyait de rencontrer Poutine en Hongrie, comme nous l'avons mentionné plus tôt. Ce sommet a été annulé car Trump estimait la réunion inutile et ne voulait pas y consacrer de temps. Cela pourrait en réalité offrir un certain espoir Tomahawk à l'Ukraine. Si la menace de ces missiles n'a pas suffi à amener Poutine à la table des négociations, peut-être que le fait de les envoyer réellement le fera. Désormais, la Russie sait que l'Ukraine ne peut compter sur les États-Unis pour des Tomahawks. La frappe sur l'usine chimique de Bryansk visait à montrer à Poutine que l'Ukraine peut encore infliger de lourds dégâts. Le Storm Shadow, sans les missiles de croisière américains, n'atteint pas la portée d'un Tomahawk, ne parcourant qu'environ 290 km. Cependant, l'Ukraine veut que la Russie sache qu'il y a encore de nombreuses installations russes clés qui se trouvent dans cette portée. L'usine chimique de Bryansk en fait partie et a peut-être été écartée du conflit en Ukraine. Si l'Ukraine a d'abord montré qu'elle n'avait pas besoin de missiles Tomahawk pour causer de gros dégâts, son second message était centré sur la vengeance. La Russie continue de frapper durement l'Ukraine, et Zelensky veut que Poutine sache que l'Ukraine peut lui rendre l'appareil. La dernière frappe russe suit l'annulation de la rencontre Poutine-Trump et l'attaque de l'usine chimique de Bryansk. Poutine a prouvé une fois de plus que la paix est la dernière chose à laquelle il pense avec cette frappe. Le 22 octobre, Newsweek a indiqué que la Russie avait mené une frappe aérienne majeure sur l'Ukraine. Quelques heures après l'annulation de la réunion, la frappe a causé des ravages. Au moins 7 personnes ont été tuées dans une attaque que Volodymyr Zelensky dit avoir visé des villes plutôt que des cibles militaires. Newsweek rapporte que 2 enfants sont parmi les 6 morts dans la région de Kiev, tandis que les secouristes cherchent encore des survivants sous les décombres. Le bilan pourrait s'alourdir avec l'arrivée de nouvelles informations. 19 autres personnes ont été blessées rien qu'à Kiev, dont 9 ont dû être hospitalisées. À Kharkiv, la Russie a visé une maternelle. Newsweek ajoute qu'un employé des services publics a été tué lors de cette attaque. 7 autres personnes blessées. Voilà la différence entre frappe russe et ukrainienne à longue portée. La Russie, qui ciblait les infrastructures énergétiques ukrainiennes, le 22 octobre ne se préoccupe guère de l'impact de ses missiles et drones. Si des civils meurent, cela leur va. Plus de terreur pour la population ukrainienne. Pour l'Ukraine, la priorité est de frapper précisément les installations soutenant l'effort de guerre russe, comme l'usine chimique de Bryansk. Ce type de frappe russe fait partie de la stratégie de Poutine depuis le début de la guerre. Statista indique que 13 883 civils ukrainiens sont morts à cause des frappes aériennes et des assauts russes depuis le début de la guerre. Et c'est la vengeance pour ces atrocités qui a alimenté les actions de l'Ukraine à Bryansk. Et pas moins que Zelensky lui-même a souligné ce point précis. Le 19 octobre, quelques jours avant la frappe de Bryansk, le président ukrainien a prononcé son allocution quotidienne. Zelensky a annoncé avoir discuté avec le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Siersky, des capacités à longue portée de l'Ukraine. L'Ukraine est désormais capable de répondre à chaque frappe russe par des attaques similaires,
malgré la différence mentionnée précédemment. La Russie vise des civils, l'Ukraine cible l'armée russe. L'usine chimique de Bryansk en est le dernier exemple. L'Ukraine veut que Poutine sache que la Russie ne restera pas impunie. Ces deux messages transmis, l'Ukraine peut maintenant se concentrer sur la stratégie à long terme, qui s'est montrée efficace durant l'année écoulée de la guerre. Le 21 octobre l'a bien prouvé. Storm Shadow reste une arme très efficace pour l'Ukraine, à condition que le pays puisse trouver les bonnes cibles. Ces missiles, détenus depuis des années par l'Ukraine mais utilisés en Russie seulement depuis novembre 2024, sont plus puissants que la plupart de ces drones longue portée. Développés en partenariat entre le Royaume-Uni et la France, cette dernière les appelant missiles Scalp. Le Storm Shadow a une portée d'environ 250 km et se lance depuis un avion. Cela explique les rapports sur la frappe de l'usine chimique de Bryansk avec missiles et avions. L'Ukraine doit approcher son avion de chasse, même si la portée du Storm Shadow permettait déjà de frapper depuis son territoire. Lancé, un missile Storm Shadow atteint presque la vitesse du son, selon la British Broadcasting Corporation. Plus important encore, le missile rase le terrain, en volant à cette basse altitude, ce qui rend difficile pour les systèmes de défense aérienne de suivre ses mouvements. À l'approche de sa cible, Storm Shadow descend et déclenche une ogive pénétrante Broach, suivie d'une ogive à haute puissance explosive. La British Broadcasting Corporation souligne que ce missile, doté d'une grande capacité de pénétration, est idéal pour percer les bunkers renforcés et détruire les dépôts de munitions. L'usine chimique de Bryansk a probablement peu de blindage, ce qui en fait une cible facile pour Storm Shadow. Ce missile présente deux inconvénients. Une portée plus courte que les drones ukrainiens longue portée, et un coût d'1 million de dollars. L'Ukraine doit être sélective dans l'emploi du Storm Shadow. Le 21 octobre nous montre ce qui se passe lorsque l'Ukraine choisit la bonne cible et mène une frappe coordonnée conçue pour s'assurer que ces missiles Storm Shadow atteignent leur destination prévue. Il est aussi probable que la Russie ait aidé l'Ukraine dans cette frappe. Mais dans quelle mesure ? En près de 4 ans de guerre contre l'Ukraine, la Russie a perdu 1229 équipements anti-aériens, selon le ministère des Finances ukrainien. Avec des défenses aériennes surchargées, la Russie doit privilégier certains actifs au détriment d'autres. Il apparaît que le dispositif russe à l'usine chimique de Bryansk n'a pas pu intercepter les missiles Storm Shadow. L'Ukraine en a profité mais souhaite aller plus loin. Euromaidan Press rapporte que le pays essaie d'intensifier sa campagne de frappe en profondeur à un niveau que la Russie n'a jamais connu à aucun moment de la guerre. L'Ukraine a donc besoin de missiles. L'Ukraine fabrique plusieurs missiles, dont le nouveau Flamingo, que le Kyiv Post juge assez puissant et abordable pour modifier l'équilibre stratégique en Europe. Cependant, l'Ukraine a également besoin de plus de missiles de la part de ses alliés. Les Tomahawks sont exclus de l'équation, du moins pour l'instant. Brigham McCann, chercheur principal à l'Institut Hudson, estime que l'Ukraine a besoin de centaines de missiles supplémentaires pour renforcer sa stratégie de frappe en profondeur. Peut-être que le Royaume-Uni et la France peuvent fournir davantage de Storm Shadows pour aider l'Ukraine à répondre à ses besoins, ou peut-être que l'Ukraine devra fabriquer elle-même les missiles. Peu importe l'approche, l'Ukraine devrait bientôt avoir plus de liberté pour utiliser ses missiles occidentaux. United 24 Media a rapporté le 22 octobre que les États-Unis ont levé une restriction sur l'utilisation des missiles. Cela interdisait à l'Ukraine d'utiliser des missiles longue portée nécessitant des données de ciblage américaines. La suggestion de cette levée de restriction est apparue à la suite de la frappe Storm Shadow de l'Ukraine sur Bryansk. Mais Trump affirme que cette histoire est bidon. Il a qualifié cela de fausse information et affirmé que les États-Unis n'avaient aucun lien avec ces missiles, ni avec l'usage qu'en fait l'Ukraine. Trump dit-il la vérité ? C'est difficile à dire. Après l'annulation du sommet Hongrie-Poutine, le président américain pourrait être contrarié, sa tentative de paix en Ukraine faisant face à un nouvel obstacle. Peut-être que, le 21 octobre, est un signe que Trump a levé les restrictions qui empêchaient auparavant des attaques comme celle-ci. Et cela ne peut être qu'une bonne nouvelle pour la campagne de frappe en profondeur de l'Ukraine. En Russie, l'incendie d'une usine chimique à Bryansk pourrait préfigurer l'avenir du pays. Vladimir Poutine affiche sa confiance au monde extérieur. Il se tient avec une aura intimidante, toujours droit et prêt à se moquer de ceux qui ne partagent pas son point de vue. C'est l'homme fort de la politique russe, l'unique personne sur laquelle les Russes peuvent compter pour apporter à leur pays richesse et prospérité. Et, dans le contexte de la guerre en Ukraine, une domination totale sur ceux qui s'opposent à la Russie. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Et derrière le voile que Vladimir Poutine érige, se cache un homme terrifié par tout et par tout le monde autour de lui. La paranoïa de Vladimir Poutine a augmenté, le poussant à craindre en permanence une trahison au Kremlin.
Rien de tout cela ne serait évident à partir de l'image que Vladimir Poutine présente au monde. Cependant, les signes montrent que la paranoïa de Poutine prend le dessus sur lui. Il suffit de voir plusieurs décès récents pour constater ce signe. Le 8 juillet, la nouvelle est tombée que l'ancien ministre russe des Transports, Roman Starovoï, s'était suicidé la veille. Le corps de Starovoï a été retrouvé dans un parc près de Moscou, blessé par balle à la tête. Un pistolet à ses côtés laisse penser qu'il s'est tiré dessus, et il se pourrait bien qu'il ait eu un motif. Starovoï avait été renvoyé de son poste seulement quelques heures auparavant par Poutine lui-même. L'incident a choqué la Russie, mais il n'aurait pas dû. Après tout, aussi dramatique que puisse paraître la sortie de Starovoï du plan mortel. Ce n'était pas la première fois qu'un haut responsable russe trouvait la mort de façon prématurée ces derniers temps. Quelques jours plus tôt, le vice-président de la compagnie russe de transport de pétrole Transneft a connu un sort tout aussi macabre. Cette fois, ce n'était pas une arme à feu qui avait été choisie comme arme du crime. Andrei Badilov avait fait une chute malheureuse depuis la fenêtre d'un immeuble, comme l'a noté Foreign Affairs en septembre dernier. La mort de Badilov n'était pas un cas isolé. Comme le souligne le même média, un nombre stupéfiant de 56 des responsables et hommes d'affaires les plus en vue de Russie ont trouvé la mort depuis que Poutine a envahi l'Ukraine. Certains dans des circonstances étranges, voire suspectes. Ce type de décès est devenu si courant qu'il existe même un terme pour les décrire, le syndrome de la mort subite russe. The Atlantic a contribué à populariser ce terme en décembre 2022. À ce moment-là, le nombre de morts étranges survenus parmi l'élite russe était dans la vingtaine, lorsque des décès notables, tels que des chutes par la fenêtre, des suicides présumés ou des crises cardiaques suspectes chez des personnes apparemment en bonne santé, se sont produits. Le syndrome de la mort subite russe désigne tout décès suspect ou improbable d'un haut responsable russe. Si les indices ne l'ont pas encore prouvé, il est très probable que ces décès aient été causés intentionnellement par le Kremlin, peut-être même sur ordre de Poutine. Prenez par exemple les chutes répétées par les fenêtres. Il est plausible de penser qu'une chute est un accident, voire deux. La défenestration est désormais si courante qu'elle en devient presque une blague. Ceux qui fâchent Poutine tombent accidentellement de fenêtres en hauteur. La défenestration est une méthode favorite pour éliminer les opposants politiques depuis les débuts des bâtiments à plusieurs étages. À l'époque moderne, la Russie a monopolisé cette pratique. Comme la sortie dramatique de Tosca depuis les remparts de Castel San Angelo. La mort par chute d'une grande hauteur a un aspect performatif, voire moral, a écrit Hélène Godfrey dans The Atlantic en décembre 2022. Il semble que Poutine ait un côté performatif. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que ces morts révèlent les failles dans sa prestation en tant qu'homme fort de la Russie. Le syndrome de la mort subite russe est fréquent depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Parce que Poutine est paranoïaque. L'opposition, même venant de visages amicaux, qui pourraient seulement vouloir le meilleur pour Poutine. La Russie est devenue l'ennemi, et même ceux en qui Poutine avait confiance sont maintenant menacés. Souvent, ce que fait Poutine est garder secret. Les morts soudaines en Russie sont si mystérieuses parce qu'elles surviennent sans avertissement, et parfois de manière tragiquement comique. Cependant, le président russe est parfois plus direct dans son désir d'éliminer les personnes qu'il considère comme une menace. Foreign Affairs donne l'exemple de la répression du Kremlin contre le ministère russe de la Défense en 2024. Cette répression a conduit au limogeage de Sergueï Shoïgu, qui a été rétrogradé à un poste largement insignifiant de président du Conseil de sécurité de la Russie. Shoïgu a eu de la chance, il a seulement été rétrogradé, alors que d'autres, qui servaient sous ses ordres, ont subi bien pire. Le vice-ministre de Shoïgu, Timur Ivanov, a été condamné à 13 ans de prison pour corruption présumée. Cette peine figure parmi les plus lourdes jamais infligées à un responsable russe. De nombreuses arrestations ont eu lieu depuis. Avec les morts soudaines de personnalités en vue, une tendance étrange semble émerger. Plus quelqu'un se rapproche de Poutine, plus il risque d'être en danger. Poutine garde-t-il ses amis près de lui, et ses ennemis encore plus près? La paranoïa de Poutine l'envahit-elle, au point que toute personne dans son entourage devient une menace? La Russie essaie peut-être de créer le récit selon lequel tous ces incidents sont liés à Poutine qui purge les corrompus de son entourage. Il ne s'agit pas de paranoïa. Le Kremlin veut que les gens croient que Poutine cherche simplement à créer une forme plus pure de gouvernement russe. Cependant, cela semble ironique, étant donné que la Russie est une société qui fonctionne grâce à la corruption, et que Poutine en est souvent au cœur.
En janvier 2016, la British Broadcasting Corporation indiquait que le Trésor américain jugeait Poutine corrompu. Adam Zubin, qui supervisait à l'époque les sanctions américaines contre la Russie, a rendu l'accusation parfaitement claire. Nous l'avons vu enrichir ses amis et alliés, tout en marginalisant ceux qu'il ne considère pas comme tels, en exploitant les actifs de l'État, comme la richesse énergétique russe ou d'autres contrats publics. Il destine ses ressources à ceux qu'il juge utiles et exclut les autres. Pour moi, c'est l'image de la corruption, a dit Zubin. Il semble avoir raison. Poutine détiendrait une fortune pouvant atteindre 200 milliards de dollars, selon The Week. C'est assez étrange, étant donné que les documents officiels du Kremlin indiquent que Poutine touche un salaire de 140 000 dollars en tant que président de la Russie. Cela suggère presque que les personnes que Poutine élimine, que ce soit par des rétrogradations, des peines de prison ou le syndrome soudain de la mort russe, sont précisément celles qui ont enrichi Poutine tout au long de son mandat en tant que président de la Russie. Lutter contre la corruption n'est pas le véritable objectif de Poutine, il est lui-même corrompu. Non, le véritable objectif de tout ce que fait Poutine en ce moment est d'éviter ce qu'il considère comme la menace interne toujours croissante. Cela pourrait le priver du pouvoir auquel il s'accroche si désespérément. Ce que Poutine fait à ces personnes qui faisaient autrefois partie de son cercle rapproché, ou qui étaient responsables de son enrichissement. Cela vise à créer un climat de peur qui rend tous ceux qui entourent Poutine aussi paranoïaques que Poutine lui-même l'est devenu. Foreign Affairs souligne que même les politiciens russes les plus chevronnés ont trouvé la mort de Starovoï particulièrement difficile. D'une part, il n'était accusé de rien, mais d'autre part, il avait clairement préféré la mort à la prison. Plusieurs membres du gouvernement russe étaient aussi présents aux funérailles de Starovoï, accentuant ainsi l'incertitude. Ces responsables risquent-ils quelque chose en pleurant une personne que Poutine considérait comme une menace ? Ou bien s'agit-il d'une véritable tragédie que Poutine n'avait jamais eu l'intention de provoquer ? Ce qui rend acceptable la présence aux funérailles. Ce sont des questions qui traversent probablement l'esprit de nombreux responsables russes à la suite de la mort de Starovoï. Et ce sont les questions que Poutine veut que ces responsables se posent. Il a lui-même rendu sa position sur les funérailles floues. Les médias d'État russes avaient rapporté que Poutine allait envoyer une couronne aux funérailles, ce qui laissait entendre qu'il était acceptable pour d'autres d'y assister. Cependant, ces informations ont été retirées malgré leur diffusion par des agences de presse d'État contrôlées par Poutine. Un test, sans doute, un moyen pour Poutine de repérer d'autres menaces à son pouvoir. Il est difficile de dire, du moins dans le cas de Starovoï. Il semblait y avoir un lien avec la corruption que Poutine veut éradiquer. Des collègues du ministre décédé étaient impliqués dans des détournements de fonds, dont un de 250 millions de dollars destiné à renforcer la frontière russo-ukrainienne. Ce genre de choses était une pratique courante en Russie avant la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, alors que Poutine essaie de rassembler chaque centime possible pour poursuivre la guerre, de telles actions pourraient être une condamnation à mort. Cela pourrait refléter la paranoïa de Poutine. Il était peut-être si obsédé par la guerre en Ukraine que sa vision étroite le pousse à croire que toute action nuisant à l'effort de guerre est forcément hostile à Poutine. Cela suffit à instaurer la peur chez l'élite russe, ressentie aussi par Starovoï. La British Broadcasting Corporation a interviewé Nina Khrouchtcheva, professeure en relations internationales à la MUSNE, à la New School de New York. Il devait craindre qu'il ne reçoive des dizaines d'années de prison s'il faisait l'objet d'une enquête. Khrouchtcheva a déclaré que la famille de Starovoï souffrirait beaucoup, sans issue possible. J'ai tout de suite pensé à Sergor Orjonikidze, ministre de Staline, qui s'est suicidé en 1937 car il voyait aucune issue. Quand on commence à penser à 1937, dans le contexte actuel, cela donne vraiment à réfléchir. Gardez ce lien avec Staline à l'esprit. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Bien sûr, l'argument opposé à l'idée que Poutine laisse sa paranoïa l'amener à créer cet environnement de peur, c'est que tout cela semble tellement contre-productif. En éliminant toute menace potentielle, Poutine se prive aussi de personnes capables de lui offrir de précieux conseils, ou de l'enrichir par la corruption qu'il dit combattre. Cependant, Poutine avait prévenu l'élite russe que cela allait arriver, même si beaucoup ne l'ont pas cru. En mars 2022, NPR a rapporté que Poutine avait lancé un avertissement à chaque Russe opposé à la guerre. Le peuple russe saura toujours reconnaître les vrais patriotes des traîtres et des ordures, et simplement les recracher comme un moucheron entré accidentellement dans leur bouche, a déclaré Poutine en visant les Russes mentalement alignés avec l'Occident. Je suis convaincu qu'un tel nettoyage naturel et nécessaire renforcera notre pays, notre solidarité, notre cohésion et notre préparation à relever tous les défis, a ajouté Poutine. Cela aurait dû être un signe.
L'élite, pensant que Poutine ne viendrait jamais pour elle, applaudissait sûrement ses déclarations. Poutine affirmait clairement que toute opposition serait éliminée. Beaucoup de Russes ne voyaient pas alors que l'identité de Poutine était déjà si liée à son désir de récupérer l'Ukraine, que toute entrave, même minime, suffisait à faire de quelqu'un une cible à éliminer. Les responsables ayant détourné 250 millions de dollars d'un projet frontalier en sont le parfait exemple. Une action qui aurait autrefois permis à Poutine d'exiger sa part, a désormais mené à des arrestations et des peines de prison pour les auteurs. Voilà, en résumé, la transformation. La Russie que Poutine a créée et dirigée pendant plus de 2 décennies a été complètement transformée par l'obsession de Poutine pour l'Ukraine, et la paranoïa qui en est largement née. Pourtant, beaucoup en Russie pensent que les nombreux exemples de ce qui arrive à ceux que Poutine considère comme des opposants ne les concerneront jamais. Les gens savent qu'ils doivent être prudents. Mais leur conformisme vient surtout d'une indifférence apprise et d'une obéissance à ce sur quoi ils n'ont aucun pouvoir. Foreign Affairs affirme que l'élite russe fait face à un problème différent, submergé par la peur que le paranoïaque Poutine a créée. Ils sont coincés à essayer d'être serviles, tout en se tenant sur un sol qui ne cesse de bouger sous leurs pieds. Comment un membre de l'élite russe saurait-il que Poutine vient pour lui ? Salami. Poutine utilise ce qu'on appelle en Russie des tactiques du salami, pour s'approcher lentement des personnes dont il veut se débarrasser. Cette stratégie se manifeste à plus grande échelle, la Russie testant actuellement l'OTAN et l'Occident avec des incursions de drones et de chasseurs. L'idée est d'adopter des mesures progressives, en découpant le salami, pour atteindre un objectif, sans qu'aucune de ces étapes n'alerte la cible visée par la pression sur ce qui va finir par arriver. La Russie adapte son approche de l'OTAN pour éviter une forte réaction. Si cela arrive, Poutine pourra dire que la Russie n'a rien fait pour l'encourager. Dans le contexte de la manière dont Poutine traite tant de membres de l'élite russe, la tactique du salami est utilisée de façon légèrement différente. Poutine commence par s'en prendre aux subordonnés et aux petits fonctionnaires, qui travaillent sous les ordres de sa véritable cible. Les Kouchko sont retirés, supprimant la base qui soutient la cible avant que Poutine ne passe à l'attaque finale. C'est ce qui est arrivé à Starovoït et Choïgu. La découpe du salami semble s'accélérer en Russie en ce moment. Mais Poutine suit toujours la même routine. On peut supposer que ceux qu'il vise s'y attendent, s'ils connaissent cette tactique. Cependant, ils ne peuvent rien y faire, à part se soumettre à l'arrestation, ou accepter de subir un cas de syndrome russe de mort subite, quelle qu'en soit la forme. Quand Poutine sera-t-il prêt à donner le dernier coup de tranche ? En ce moment, les cibles de Poutine semblent être les technocrates et les oligarques russes. Et c'est ici que le dirigeant russe, tellement terrifié par la trahison, pourrait finir par détruire son propre pays. Poutine remplace une grande partie de l'élite russe par des héros militaires ayant servi en Ukraine. Le tunnel de la guerre en Ukraine. La vision est forte ici, car la paranoïa de Poutine le pousse à penser que seuls ceux distingués en Ukraine peuvent servir sa vision pour la Russie. Quant aux technocrates russes, Poutine garde ceux dont il a besoin, comme ceux qui veillent à ce que la Russie maintienne une certaine stabilité économique malgré les dépenses massives de Poutine en Ukraine. Il élimine ceux qui lui sont inutiles. L'industrie technologique russe souffre particulièrement de cette méthode. Selon le Moscow Times en juin, Poutine s'est opposé aux innovateurs technologiques russes. Les entreprises occidentales qui travaillaient en Russie et soutenaient certains des esprits les plus brillants du pays ont toutes été poussées dehors, alors même que Poutine courtisait ces mêmes entreprises il y a à peine quelques années. L'objectif, comme dans tout ce que fait Poutine aujourd'hui, c'est le contrôle. Permettre aux Russes d'innover et de s'accomplir davantage est l'antithèse même de ce contrôle. C'est un autre type de purge, qui ne consiste pas à éliminer les personnes du cercle de Poutine, en qui il n'a plus confiance, mais plutôt à s'assurer que personne ne puisse surgir de nulle part pour devenir un rival à son trône. Ce refus de laisser quiconque s'élever se voit dans l'incapacité de Poutine à choisir un successeur pour l'empire qu'il a bâti. Il aurait apparemment une liste, selon ce qu'a rapporté le Kiev indépendant en mai. Mais Poutine, 73 ans, ne prépare apparemment personne à sa succession. Chatham House a déclaré qu'il est aisé pour le Kremlin d'organiser une grande inauguration, s'interrogeant sur ce que seraient les 6 ans à venir sous Poutine en mai 2024. Mais il est bien plus difficile de gérer les conséquences de la guerre. La succession d'un président qui veut écraser l'opposition et les nombreuses autres tâches à traiter lors du prochain mandat présidentiel. Poutine laissera un vide s'il meurt sans avoir été trahi. Sa paranoïa, le persuadant que tous veulent à sa perte, le pousse à ne laisser derrière lui qu'un vide.
Cela ne fera qu'accentuer les problèmes de la Russie face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Les exemples les plus marquants de la paranoïa de Poutine viennent peut-être de ses habitudes étranges. Le 22 octobre, Times Radio a diffusé une interview de Joe Parkinson, chef de l'équipe World Enterprise au Wall Street Journal. L'intervieweur évoque des habitudes aussi étranges que celles de Poutine. Construire des salles de conférences identiques, chacune avec le même nombre de crayons taillés. Voilà encore le contrôle en action. Tout doit être comme Poutine le souhaite. Sinon, son esprit paranoïaque pense que quelqu'un veut lui nuire. Le passé de Poutine est déterminant, a affirmé Parkinson à Times Radio. Le point de vue de Parkinson semble être celui-là. Ce que l'on observe chez Poutine résulte d'une longue descente dans l'isolement depuis des années. Poutine est devenu très méfiant envers tous ceux qui l'entourent. Parkinson précise qu'il ne veut même pas que ses plus hauts responsables sachent où il est. Poutine passe moins de temps au Kremlin qu'avant, préférant désormais séjourner dans l'un de ses nombreux palais présidentiels. C'est ici que leurs chambres identiques entrent en jeu, a expliqué Parkinson à Times Radio. Poutine ordonnera aussi l'utilisation d'avions leurres lors de ses déplacements pour semer la confusion et réduire les risques d'être pris. Si ce n'est pas de la paranoïa, qu'est-ce que c'est? Plus tôt dans la vidéo, Staline a été mentionné. Cette référence met en évidence l'ironie du comportement de Poutine. Foreign Affairs mentionne les années 1920 à l'arrivée de Staline au pouvoir. À l'époque, l'un des alliés les plus proches de Staline était Nikolaï Boukharine. Alors que Staline consolidait son pouvoir, Boukharine fut lui aussi visé. Staline fit arrêter l'un de ses plus proches alliés pour complot en 1937 et le fit exécuter un an plus tard. Tout cela s'inscrivait dans les efforts de Staline pour purger et remplacer ceux qui avaient contribué à son ascension. Staline était mort à 73 ans. À la fin, même ses médecins redoutèrent de le toucher à cause de sa colère paranoïaque. Poutine a le même âge que Staline lorsqu'il est mort, et il semble suivre le même manuel que Staline avec ses actions aujourd'hui. Peut-être qu'il considère le règne de Staline, qui a duré de 1924 jusqu'à sa mort en 1953, comme une source d'inspiration. Poutine a clairement un goût prononcé pour l'histoire, puisqu'il a utilisé de nombreux prétextes historiques instrumentalisés pour justifier sa guerre en Ukraine. L'ironie est que l'obsession de Staline pour le contrôle et sa paranoïa ont mené à un pays répressif et une économie désastreuse au détriment de son peuple. Cela a causé tant de peur qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne pour l'aider en mourant. Poutine suit le même chemin, et cela pourrait bien être la voie qui le mènera à la trahison qu'il essaie désespérément d'éviter. La répression à la Staline existe déjà. L'économie de la Russie est en difficulté même si elle n'a pas encore complètement sombré. Peut-être que Poutine ne peut plus qu'espérer mourir au pouvoir, au lieu d'être remplacé par quelqu'un que même sa paranoïa n'aurait pas anticipé. Il est bien connu que la Russie veut désespérément prendre Pokrovsk, dans la région de Donetsk. Elle tente de contrôler cet endroit depuis plus d'1 an, multipliant les attaques. Elle multiplie les ruses pour franchir les lignes ukrainiennes et instaurer un contrôle. Encore et encore, ses forces ont été vaincues, et la dernière défaite pourrait bien être la plus grande jusqu'à présent pour Vladimir Poutine et sa machine de guerre. Parce que cette fois, l'Ukraine n'a pas simplement repoussé les attaques russes. Au lieu de cela, elle a littéralement anéanti des milliers de soldats ennemis, ainsi qu'un grand nombre de chars et d'équipements, laissant les commandants du Kremlin se gratter la tête et se demander où diable aller à partir de là. Ça ne devait pas se passer comme ça. Cette fois, Pokros était une des principales cibles de la grande offensive d'été russe. Ne voulant plus subir de retards et de revers, le Kremlin a pris la décision il y a plusieurs mois de tout miser sur la ville. C'est facile à comprendre, Pokrovsk est un important centre industriel, logistique et de transport. Elle occupe une position stratégique, entourée de grandes autoroutes, qui relient toute l'Ukraine, et traversée par une ligne de chemin de fer majeure. Cette ville est évidemment inestimable pour le camp qui la contrôle. Elle est surnommée la porte de Donetsk,
et de nombreuses lignes d'approvisionnement ukrainiennes alimentent la ville depuis l'intérieur du pays. De nombreux approvisionnements transitent aussi par Pokrovsk, vers d'autres points clés du front, livrant nourriture, eau, munitions, carburant et renforts aux soldats ukrainiens. Pour l'Ukraine, Pokrovsk est une base solide et stable d'où opérer. Pour la Russie, cela représente une voie vers l'avant, plus profondément dans le Donetsk et plus près de Kiev, ainsi que d'autres villes et localités ukrainiennes importantes. Voilà pourquoi les deux camps ont tant combattu pour cet endroit. Et c'est pourquoi, en juin dernier, la Russie a rassemblé une force gigantesque estimée à environ 110 000 soldats dans le secteur de Pokros. Dès lors, Pokros est devenu le point le plus chaud du front. Avec la main-d'œuvre ukrainienne en baisse, de nombreux analystes pensaient que la ville finirait par tomber aux mains des Russes. En théorie, c'est ce qui aurait dû arriver, mais la Russie aurait gagné cette guerre depuis longtemps si tout se passait comme prévu. Elle avait une force et un équipement militaire bien supérieurs, ainsi que de plus grands stocks de blindés, missiles et autres armes que son adversaire lors de l'invasion. Dans cette guerre, les choses ne se passent presque jamais comme sur le papier. L'Ukraine défie toujours les pronostics et étonne le monde, tandis que la Russie s'agite et patauge. Quand la situation se complique, c'est ce qui s'est produit ici. La Russie a mobilisé une force qu'elle jugeait assez puissante pour prendre Pokrovsk. Elle disposait de dizaines de milliers d'hommes, prêts à se lancer contre un nombre nettement inférieur de défenseurs ukrainiens. Et l'offensive d'été devait suivre un calendrier serré et précis. Les forces russes devaient d'abord prendre Pokrovsk. Les généraux comptaient alors se diriger au nord-est pour contourner la célèbre ceinture de forteresses, où plusieurs autres bastions ukrainiens restent encore sous le contrôle de Kiev, comme Sloviansk et Kostiantynivka. Les commandants du Kremlin avaient été promis une exécution impitoyable et des résultats rapides, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Au lieu de cela, l'armée russe n'a réussi à atteindre aucun de ses principaux objectifs stratégiques au cours de l'offensive estivale, surtout dans et autour de la ville de Pokros. Malgré tous leurs efforts, y compris envoyer des soldats dans la ville déguisés en civils, lancer des assauts répétés avec de petites escouades mobiles et même utiliser l'artillerie et d'autres armes pour bombarder la zone, ils n'ont pas réussi. Tout ce que les commandants du Kremlin ont réussi à capturer, ce sont quelques champs agricoles oubliés, des hameaux isolés jonchés de décombres et d'épaves, et des lignes d'arbres désolées. Pokros demeure sous contrôle ukrainien. Les gardiens inébranlables de la ville continuent de faire un travail remarquable pour tenir leur position, même face à des chances écrasantes et à une adversité extraordinaire. Plusieurs raisons expliquent l'échec spectaculaire de l'offensive d'été de Moscou dans cette direction. Le principal problème était le manque de blindés. C'était la première fois depuis le début de la guerre que Moscou lançait une grande offensive d'été avec presque aucune réserve de chars. Quelques chars restaient visibles, affichant parfois des blindages improvisés comme du fil barbelé ou des pointes pour résister aux drones kamikazes. Mais globalement, les forces russes ont utilisé des véhicules bien plus simples et moins résistants, comme des motos, des jeeps et même des voiturettes de golf. La raison en est simple. Alors que la Russie a commencé la guerre avec l'un des plus grands stocks de chars au monde. Ces chiffres ont vite baissé, les Ukrainiens utilisant mines, drones, missiles et autres pour les détruire. Au fur et à mesure que la guerre progressait et que les commandants russes continuaient à gaspiller de plus en plus leurs blindés, le nombre total de véhicules endommagés et détruits est finalement devenu trop élevé pour être géré. Ainsi, le Kremlin a eu recours à des mesures désespérées. D'abord, il a sorti des reliques rouillées de chars soviétiques des entrepôts. Mais il s'est vite rendu compte que des chars vieux de plusieurs décennies, conçus pour un éventuel conflit de la guerre froide, n'étaient pas très utiles dans une guerre du XXIe siècle contre un adversaire hautement innovant et adaptable. Donc, peu de temps après, la Russie a décidé de simplement arrêter d'utiliser des chars sur la plupart des zones du front, même à Pokros, car elle ne trouvait tout simplement aucun moyen efficace de les garder intacts assez longtemps pour infliger des dégâts significatifs à son ennemi. Sans blindés pour les soutenir, les troupes au sol restent bien plus faibles, même nombreuses, malgré la concentration d'une force impressionnante à Pokros. La Russie n'a pas réussi à percer les lignes ukrainiennes, car ses soldats et leurs simples véhicules civils étaient constamment éliminés par les opérateurs de drones ukrainiens. Les drones volaient souvent jusqu'à 25 km derrière les lignes ennemies. Ils scrutaient les environs, à la recherche de tout signe de vie, avant de se diriger vers leur cible et d'éliminer tout ce qu'ils trouvaient. Ainsi, une grande partie des forces russes a été détruite avant d'atteindre Pokros.
et ceux qui restaient n'avaient que peu de moyens de se défendre contre les essaims sans fin de drones qui bourdonnaient dans le ciel au-dessus d'eux. La seconde raison majeure de l'échec actuel de l'offensive russe à Pokros est celle-ci. L'Ukraine a aussi multiplié cet été les frappes de précision contre des sites et actifs russes de grande valeur. Grâce à des drones longue portée, des lance-roquettes High Mobility Artillery Rocket System et des missiles, les soldats ukrainiens ont frappé la Russie, là où cela faisait le plus mal. Ils ont détruit des infrastructures clés et des ressources vitales pour la machine de guerre du Kremlin, comme des dépôts, des convois de carburant et des postes de commandement. L'impact de ces frappes s'accumule, et chaque fois que l'Ukraine fait exploser un dépôt de munitions ou un camion-citerne, cela retarde et perturbe les plans de la Russie. Tout à coup, les commandants du Kremlin sont obligés de revoir complètement leurs plans. Ils doivent créer de nouvelles stratégies, calendriers et solutions pour les multiples problèmes venant d'Ukraine. C'est un élément tellement crucial de toute la stratégie de l'Ukraine dans cette guerre. Très souvent, les forces de Kiev se concentrent sur l'identification des atouts et des infrastructures qui comptent le plus pour la Russie. Ils attendent patiemment, préparent leurs plans et choisissent le moment idéal pour attaquer avec précision et prudence. Un contraste avec les actions imprudentes et insoutenables de leurs adversaires. La Russie a déjà perdu d'innombrables ressources cette année, toutes détruites par les drones, missiles et roquettes ukrainiens. Ils ont perdu des munitions qui auraient pu être envoyées aux soldats marchant sur Pokros, des véhicules et blindés qui auraient pu submerger les défenses de la ville, des obus d'artillerie, des armes et d'autres fournitures qui auraient pu entamer les lignes ukrainiennes. Cela aurait pu s'avérer inestimable dans la lutte en cours pour cette ville industrielle d'une importance capitale. Et cela nous amène à la troisième raison pour laquelle les soldats russes n'ont jusqu'à présent pas réussi à hisser leur drapeau au-dessus de la ville de Pokrovsk. Tactique. Les tactiques opposées des deux armées sont l'un des aspects les plus fascinants de cette guerre jusqu'ici. Comme déjà dit, l'Ukraine est désormais synonyme de stratégie et d'utilisation efficace de ses ressources. Dès le début de l'invasion, Kiev a compris son rôle dans la guerre. Dès le premier jour, elle savait qu'elle avait moins de force, de ressources et peu de chances de vaincre son adversaire en affrontement direct. L'Ukraine a vite compris que pour gagner la guerre, ou survivre jusqu'à un cessez-le-feu, ou un accord de paix, elle devait agir. Elle devait être intelligente, elle devait utiliser les quelques avantages dont elle disposait, s'appuyer sur ses nombreux alliés à travers le monde occidental pour obtenir du soutien et profiter de l'avantage de jouer à domicile. Elle ne pouvait engager autant de troupes et de ressources que la Russie, donc impossible de défendre chaque kilomètre du front. À la place, elle devait choisir ses batailles, identifier les endroits les plus importants et faire tout ce qu'il fallait pour les défendre. Clairement, les forces ukrainiennes ont vite compris que Pokros était l'un des sites les plus importants à contrôler. Les petites villes et villages voisins importaient peu de temps que Pokros restait sous contrôle de Kiev. Ainsi, plutôt que de s'éparpiller et d'essayer de conserver chaque parcelle de territoire, l'Ukraine a effectivement permis à la Russie de prendre certaines portions de terre moins importantes ici et là, tout en consolidant ses défenseurs dans des endroits comme Pokros, afin que, le moment venu, ils soient prêts à tenir leur position. De l'autre côté, il y a la Russie, qui a suivi un plan tactique complètement différent depuis le début de la guerre. Confiant dans la taille massive de son armée, dans le nombre apparemment inépuisable de nouvelles recrues qu'elle peut mobiliser chaque mois, ainsi que dans ses vastes stocks de chars, de blindés et de munitions, elle a commencé. La Russie a adopté une stratégie de force brute durant toute la guerre. Elle a tenté, à plusieurs reprises, de submerger son opposition tout le long des lignes de front, en lançant d'énormes quantités d'hommes et d'armes, même contre les plus petits villages et les plus minces parcelles de territoire. Elle a refusé de se contenter de moins que la conquête totale des territoires ukrainiens, quel qu'en soit le prix. En parlant de coûts, les commandants du Kremlin ont honteusement gaspillé leurs ressources, surtout les soldats, sous leur commandement. À de nombreuses reprises, les dirigeants ont traité les soldats comme de la chair à canon, envoyant des masses à la mort, sachant que d'autres viendraient les remplacer, une semaine ou deux plus tard. Et à cause de cela, la Russie a subi d'énormes pertes, avec un nombre choquant de soldats tués ou blessés pour des gains territoriaux minimes. Des gens ont perdu la vie ou sont rentrés chez eux avec des blessures qui ont changé leur existence, tout ça pour un bout de terre ou un champ criblé de cratères. Et un rapport analytique récent dans The Economist suggérait que la Russie pourrait avoir entre 984 000 et 1 438 000 pertes au total, avec jusqu'à 490 000 soldats morts. L'Ukraine a bien sûr subi ses propres pertes tragiques,
mais le nombre total estimé de victimes est nettement inférieur à celui des Russes. The Economist a rapporté qu'à l'estimation basse, l'Ukraine compte environ 77 000 morts et 77 800 disparus au combat. Les estimations indiquent qu'il y a environ 5 soldats russes tués pour chaque perte ukrainienne, bien que le chiffre réel soit bien plus élevé. Et cette statistique est peut-être l'exemple le plus frappant des différentes approches tactiques des deux camps. Les Russes, par leurs plans inefficaces et leur mépris de la vie humaine, ont laissé périr un nombre stupéfiant de soldats, avec Vladimir Poutine justifiant froidement chaque mort, plus tôt cette année, lorsqu'il a déclaré qu'elle servait toute une cause. Ces personnes ont créé les conditions pour que les nouveaux avancent. Ainsi, nous n'avons subi aucune perte. C'était en vain. Les Ukrainiens ne peuvent pas sauver tout le monde, mais ils n'ont pas été aussi imprudents ou négligents envers leur peuple et leurs ressources que les Russes. Les commandants de Kiev ont tout fait pour limiter au maximum les pertes. Ils n'hésitent pas à ordonner des retraites tactiques lorsque cela était nécessaire pour préserver la vie des soldats et essaient de planifier chaque mouvement avec soin et réflexion. Du moins dans le secteur de Pokros, c'est la stratégie ukrainienne qui l'a emporté à plusieurs reprises. Même après une légère percée de la Russie à la fin de l'été, avec l'avance des forces du Kremlin vers Dobropilia, tout s'est encore soldé par un désastre. À ce moment, la Russie semblait enfin pouvoir l'emporter. De violents affrontements ont éclaté sur plusieurs points du front, les troupes russes progressant près de Pokros. À l'époque, certaines agences de presse annonçaient que les lignes d'approvisionnement ukrainiennes vitales allaient être coupées. Il ne restait plus qu'à attendre l'offensive décisive des forces du Kremlin. La Russie n'avait pas seulement l'avantage du nombre, mais aussi désormais un avantage stratégique sur le contrôle territorial. Tout cela est également survenu à un moment critique de la guerre. Quelques jours seulement, avant la très médiatisée rencontre en Alaska entre Poutine et le président américain Donald Trump, il semblait que Poutine avait ordonné une offensive massive sur Pokros, dans l'espoir de capturer la ville et de prouver à Trump que la Russie était en position de force et en marche vers la victoire. Malheureusement pour lui, tout le plan est parti en fumée. À peine avait-elle commencé que la grande offensive d'Opropili de la Russie s'est effondrée. L'Ukraine a vite déclaré avoir repris de nombreux villages précédemment contrôlés par la Russie dans la région. Des groupes de soldats russes ont été isolés de leur ravitaillement et renforts, puis anéantis ou capturés par leurs adversaires. Avant fin août, les gains russes dans la région furent annulés et leurs troupes repoussées. En septembre, Vladimir Poutine est devenu plus désespéré alors que la Russie atteignait de nouveaux sommets de cruauté. D'après le Télégraphe, la Russie envoie au combat près de Pokros des unités formées de soldats souffrant de maladies chroniques comme le virus de l'immunodéficience humaine ou l'hépatite. Ces soldats portaient des brassards spéciaux pour les distinguer des autres, selon l'ancien colonel britannique Hamish de Breton-Gordon, expert en armes chimiques. C'était un signe clair du désespoir du président Poutine pour capturer la ville définitivement. Tout est permis. Poutine veut continuer à se battre ainsi. Je pense qu'il a toujours cru que s'il pouvait simplement tenir plus longtemps que l'Ukraine et ses alliés, il finirait par l'emporter. Jeter des gens dans la machine à broyer fait partie de la stratégie, et Pokros est cette machine. L'expert a ensuite résumé la situation difficile de l'armée du Kremlin. En ce moment, l'armée russe ne perd pas seulement du sang, mais aussi de ses capacités. Une mauvaise santé, planification et préparation peuvent être aussi mortelles que les armes occidentales. Et il ne semble pas que les perspectives de la Russie vont s'améliorer de sitôt. Actuellement, les troupes ukrainiennes mènent une opération de nettoyage dans le secteur de Dobropilia, particulièrement autour de Volodymyrivka. La Russie a récemment décidé de déployer ses derniers blindés, lançant plusieurs assauts mécanisés contre les défenses ukrainiennes. Encore une fois, ces attaques ont échoué, transformant la zone en immense cimetière couvert de corps de soldats russes et de débris calcinés de véhicules. Les unités d'infanterie ukrainiennes patrouillent cette zone de Donetsk, aidées par des drones de reconnaissance et First Person View qui surveillent le sol pour détecter tout signe de vie. Ils traquent les derniers soldats russes restés dans la zone, certains cachés dans les buissons ou sous-sol, d'autres fuyant à pied. Malheureusement, beaucoup de ces Russes, qui sont encore physiquement capables de marcher ou de courir, prenaient la mauvaise direction. Des groupes se sont dirigés non vers l'est et leur poste de ravitaillement, mais vers l'ouest, plus profondément dans la région, vers Nikonorivka, où d'autres troupes russes ont été encerclées et isolées, attendant d'être éliminées par les fantassins ukrainiens. En résumé,
Les forces russes dans ce secteur paniquent et fuient d'une zone dangereuse à une autre. À court de munitions, de nourriture et d'autres fournitures, sans itinéraire d'évasion viable et avec peu d'espoir de s'en sortir vivants, ils ressemblent à des rats dans un labyrinthe, perdus, désespérés et à court d'espace. Les unités ukrainiennes, quant à elles, continuent donc d'aborder la situation avec calme et maîtrise, traquant soigneusement leurs ennemis, les localisant et les détruisant avec précision et détermination. L'état-major général ukrainien a récemment indiqué que ses forces progressent régulièrement, jour après jour, reprenant plusieurs kilomètres carrés dans la région et consolidant leur contrôle, non seulement sur Volodymyrivka, mais aussi sur Mayag. Le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Sersky, a récemment visité la ligne de front, confirmant la poursuite des opérations de contre-sabotage et de déminage. Pour éliminer les groupes de reconnaissance russes restants et les unités isolées, Sersky a indiqué que les forces ukrainiennes resteront actives dans la région et poursuivront une contre-offensive à Dobropililia pour repousser les Russes. Mais ce sont les chiffres qui illustrent le mieux l'échec total de la Russie à Pokros. Selon des rapports récents, depuis le 21 août, l'Ukraine a neutralisé près de 14 000 soldats russes au total. Cela inclut plus de 8 400 tués, plus de 5 400 blessés et environ 124 capturés. Avec la consolidation en cours dans la région et les drones ukrainiens cherchant encore des éclaireurs ou des véhicules de ravitaillement, ces chiffres devraient continuer d'augmenter. Les commandants russes pensaient initialement qu'ils captureraient Pokros dès les premières étapes de l'été. Vladimir Poutine lui-même prédisant que tout le Donbass serait russe avant le début de l'hiver. Aujourd'hui, cependant, alors que l'été n'est plus qu'un lointain souvenir et que les pluies d'automne tombent sur les champs de bataille de Donetsk, la Russie se retrouve toujours dans la même situation qu'auparavant. Sa campagne dans le Donbass est toujours au point mort, les drones et l'artillerie ukrainiens contrôlant totalement Pokros et les soldats russes restants ne faisant que lutter pour survivre. Regardez cette vidéo pour voir comment l'offensive d'été de la Russie s'est soldée par un échec humiliant. Et pourquoi le Kremlin n'a pas atteint ses objectifs. Sinon, regardez cette vidéo pour un aperçu approfondi de la façon dont la Russie commence à s'effondrer de l'intérieur, alors que des rébellions, des mouvements séparatistes et la guérilla menacent de déchirer le pays en morceaux. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour continuer à profiter de vidéos explicatives, informatives et à jour sur toutes les dernières actualités de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que d'autres conflits à travers le monde.